Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai encore une petite part d'ombre sur ce qu'on a dit dans la première et la deuxième émission. Pourtant vous êtes une femme de lumière. Oh merci, merci infiniment. Et là, voilà, je voulais faire référence au cerveau, au fonctionnement du cerveau, au fonctionnement biologique du cerveau de la femme et du cerveau de l'homme, qui sont différents d'une plante, hein, puisque nous on a un appareil locomoteur, on est des prédateurs et on va chercher une nourriture de quelque type qu'elle soit. Et donc, en faisant référence aux travaux du professeur Henri Laborie. Donc, forte de ces connaissances, lorsque j'ai pensé à ça, je vais vous faire part de mon doute, la femme, lorsqu'il y a eu la maîtrise de la naissance, du statut de plante verte qu'attendait le jardinier qui venait régulièrement pour qu'elle fasse ses bourgeons, arroser la lumière, etc., sans bouger. Et d'ailleurs, il y avait à l'époque, en 73, Elena Giannini Bellotti qui avait écrit ce film, qui avait écrit ce livre Du côté des petites filles, donc faisant référence à la petite fille qui aide la maman à l'intérieur de la maison et qui a des organes génitaux internes, et du petit garçon qui aidait le papa à l'extérieur et qui avait des organes génitaux externes. Donc je me suis dit, tiens, finalement, la femme, avec la maîtrise de la pilule, de la naissance, elle change, elle sort de son pot, elle traverse, et d'une petite serre personnelle, d'un petit jardin à domicile, où elle attend régulièrement le jardinier, elle traverse et elle arrive dans un grand jardin, l'Éden, hein, où il y a des pommes, et tout d'un coup, elle oublie d'être stupide et elle a envie d'en croquer. On a pris conscience de ça, on ne va pas remettre le couvert, elle évolue. À côté de ça, on sait que on ne peut pas enlever les zébrures du zèbre, on sait que l'homme consomme depuis des années, on n'a pas attendu l'arrivée de la pilule pour qu'il fasse la différence entre l'amour et le sexe, hein. L'un n'a rien à voir avec l'autre, ça a été dit, et lui il consomme de la sexualité hors mariage, dans le mariage, peu importe, c'est sa fonction masculine, tout le monde le sait, on fonctionne différemment. À côté de ça, il y a la science, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la science, qui fait évoluer les choses, qui nous manipule et qui nous pousse un petit peu dans le sens qui n'est pas censé nous arranger. Pourtant, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il fut un temps où une femme valait aux yeux d'un homme ce qu'elle lui coûtait. Maintenant, une femme vaut aux yeux d'un homme ce qu'elle lui rapporte. Il est gagnant. Bon. Ensuite, dans les couples qui divorcent, très régulièrement, celle qui reste pas seule, c'est celle qui a récupéré la villa du divorce. Elle accueille souvent un homme. C'est très très rare quand un homme vous donne les clés et qui vous dit « Chérie, je t'aime, viens, je t'ouvre la porte de mon cœur et de ma maison, tu viens habiter chez moi. » De manière générale, c'est pas tellement son truc. Ensuite, il y a quand même pas mal de messieurs qui ne sont pas très généreux. Donc, ça doit les arranger quand même que la femme se débrouille toute seule financièrement. Et je ne vois pas pourquoi il ne continuerait pas à lui donner son appui. Pourquoi il ne continuerait pas à lui faire quelques cadeaux? Je ne pense pas que la femme, sous prétexte qu'elle va travailler, va abandonner son mari. Au contraire, elle va continuer de le soutenir. Et finalement, je me rends compte que la femme, pas que l'élève a dépassé le maître, mais elle s'est adaptée au progrès de la société, au progrès de tout ce qui fait l'entourage d'aujourd'hui. Et je ne trouve que des solutions dans cette situation. Je ne trouve pas de problème. Tout le monde est arrangé. Ils ont tous la même liberté, ils peuvent croquer la pomme quand ils le veulent, s'ils veulent vivre ensemble, ils vivent ensemble, s'ils veulent rien se dire, ils se disent rien, s'ils veulent tout partager, ils partagent. Je trouve qu'il n'y a plus de limite. Et pourtant, le couple explose. Alors moi, c'est la question, avant de passer à votre style magnifique, je voudrais aborder avec les portraits de votre plume, hein. Je voulais juste enlever cette part d'ombre. Pourquoi vous qui avez ces couples depuis 32 ans qui viennent chez vous, et il n'y a pas que des femmes toutes seules qui n'ont pas trouvé de géniteur, il y a aussi des messieurs qui viennent, Gilles, hein. Pourquoi elles n'arrivent pas à être enceintes avec ces messieurs-là? Bon, et je voulais savoir, vous, avec votre cœur, votre ventre, votre cerveau, sans faire référence à l'histoire, à la science ou quoi que ce soit, avec tous ces avantages, toutes ces solutions, pourquoi le couple capote? Pourquoi ça explose? Pourquoi on n'y arrive pas alors qu'on n'a que des avantages? Voilà. Diable. Je vois que vous devenez une femme ésotérique dans votre raisonnement, ésotérique venant de l'intérieur, et donc vous reconnaissez que la femme a une démarche intérieure et je m'en félicite.
à vous poser surtout le problème du cerveau. Je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais c'est sûrement le point essentiel de toute notre réflexion aujourd'hui, car nous assistons peut-être à l'avènement du cerveau artificiel au XXIe siècle, qui marquera le début d'une nouvelle civilisation et la fin d'une autre. Tous les problèmes que vous avez exposés brillamment, bravo, représentent la fin d'une civilisation judéo-chrétienne, marquée par la dégradation de la relation humaine et la disparition progressive de l'amour. En effet, cette civilisation était basée sur l'amour des autres et on voit la paupérisation humaine actuelle. D'ailleurs, Michel Monfray sort un livre actuellement qui s'appelle Décadence, extrêmement pessimiste, mais qui fait l'état de notre misère humaine, et il ne voit pas de solution. Et là, je crois qu'il a tort, parce que le cerveau artificiel risque de remplacer, ou tout au moins d'aider le cerveau naturel dans l'avenir, et il faudra qu'on en reparle, car nous sommes peut-être à la croisée de civilisations. Alors pour en revenir à l'ancienne civilisation, le couple ici et maintenant, dont nous sommes les derniers combattants, on verra si on peut encore s'en sortir. Oui, on peut toujours s'en sortir. Vous avez dit qu'il ne faut pas baisser les bras pour la femme absolue. Pas baisser les bras, mais peut-être que ce que l'on nous propose dans la nouvelle civilisation sera plus attrayant que ce que l'on garde comme reste de l'ancienne. Il faut revenir... pardon d'être un peu biologique, mais au phénomène de l'attraction entre un homme et une femme, car comment se fait-il qu'un homme et une femme se rencontrent alors qu'ils sont si différents, et que vont-ils devenir pendant la période de passion, voilà, qui dure 3 ans, et que vont-ils devenir après cette période de 3 ans, quand la passion va retomber. C'est ça. Alors, au départ, il est certain qu'il y a des phénomènes biologiques qui vont faire que l'homme et la femme vont se rencontrer. Vous trouverez tous ces détails dans un livre très bien écrit par Lucie Vincent. Alors, je ne vais pas faire la pub, violer ses secrets. Il en ressort que l'homme et la femme sont rapprochés pour reproduire l'espèce. Oui, mais ça on l'a déjà dit. Pas tout à fait. On a parlé d'immunité, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle des facteurs complémentaires nécessaires pour que l'homme et la femme se rencontrent. La femme, l'homme tout au moins, n'est jamais sûr d'être le père de son enfant. On a encore 5% d'enfants adultérins, grosso modo, et ça va conditionner inconsciemment le choix de son élu. Il va plutôt chercher une femme fertile et fidèle. Donc il va rechercher des critères physiques, des lèvres charnues, des poitrines pleines, des rapports taille-hanche positifs, le regard brillant, des cheveux brillants, et puis un comportement de femme fidèle, le regard baissé plutôt que le regard hautain et arrogant dans les étoiles, comme on voit de plus en plus souvent. Ça va déjà dicter son comportement. Quant à la femme, elle cherche un homme qui assure la sécurité et la survie de son enfant futur. Donc elle va plutôt choisir un homme à la voix grave, sentant la testostérone. Quand je dis sentant, c'est qu'il émet des phéromones qui jouent un rôle très important dans l'attraction de l'homme. Bon. Ils vont se rencontrer grâce à ces critères physiques, à ces hormones olfactives et autres. Et là, il va y avoir un dialogue de messages inconscients, une partie de ping-pong de messages inconscients qui vont faire que ces gens-là vont vivre une passion pendant 3 ans. Alors les jours passent, au quotidien. Cette passion permet à l'amoureux de pardonner les défauts de l'être aimé et réciproquement. Au début. Pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, cet écran fantasmatique tombe. Bon. Et là,
les vérités apparaissent. On se dit, mais comment se fait-il que je vis avec cet homme ou avec cette femme? Et en fait, l'homme va dire à la femme, je ne suis pas ton père, et la femme va dire à son mari, je ne suis pas ta mère. Alors, ça c'est extrêmement important, parce que quand on rencontre un homme ou une femme, on fait référence en fait à des personnes qui vous ont été agréables, qui vous ont apporté du plaisir dans la première enfance, quand vous aviez 2-3 ans. Inconsciemment, ces images, ce truc caractère sont gravées dans votre inconscient. Et vous allez retrouver en fait, au cours de votre vie d'adulte, ces gens qui ressemblent aux personnages de votre première enfance. Et c'est important au niveau de la sexualité parce que c'est l'interdit qui génère le désir. Et il est bien évident que les personnes qui vous ont apporté du plaisir dans la première enfance, eh bien, il était interdit d'avoir des rapports sexuels avec eux. Donc vous allez avoir des rapports sexuels avec des gens qui leur ressemblent. Et c'est la raison pour laquelle vous découvrez le poteau rose une fois que la passion est tombée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit le couple se casse, soit l'amour fait un miracle. Et la complémentarité amoureuse fait qu'on va continuer à vivre ensemble. Merci, c'est exactement ce que je voulais savoir. Je savais qu'il me manquait une donnée et je me suis dit, voilà. Donc, maintenant que ce couple est en train vraiment de se fondre dans la masse de tout ce qui est la consommation, etc., etc., moi je voudrais savoir comment vous expliquez qu'il y a de plus en plus de personnes, de femmes entre elles et de messieurs entre elles. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas dans le sexe opposé? Parce qu'ils n'ont pas tous été, dès le départ, homosexuels. Ils le sont devenus. Je suis tout à fait incompétent dans le domaine de l'homosexualité. Je pense que là, il faut que vous fassiez référence à des sexologues ou à des sociologues. Personnellement, moi, je ne peux que expliquer certains comportements. Par exemple, la femme de 30 ans qui a un besoin, une programmation de reproduction, alors que l'homme non, désire un enfant et n'a pas de géniteur dans la vie sociale actuelle, pour des raisons qu'on a expliquées, oui, et sur lesquelles on ne reviendra pas. En fait, il faudrait à cette femme de 30 ans 2 hommes. Un homme masculin qui lui fasse ses enfants et un homme féminin pour les garder. C'est bien sûr une plaisanterie, mais il est incontestable qu'il y a une grande différence entre l'homme masculin et l'homme féminin, qui a probablement un petit peu moins de testostérone et qui trouve beaucoup de plaisir à faire certains actes réservés jusqu'à présent aux femmes, en particulier dans l'entretien de la maison, garder les enfants. Beaucoup d'hommes y trouvent beaucoup de plaisir, et ce sont des hommes qu'on retrouve lors d'un deuxième mariage, où la femme ayant un enfant cherche un homme pour gérer sa vie familiale. Le mélange des genres a pris de l'importance aussi. Hein. Là maintenant, l'identification du petit garçon et de la petite fille, c'est très compliqué par rapport au papa et à la maman. Parce que là, avant, les rôles étaient bien identifiés, et maintenant, ils le sont moins. Donc, quand le petit garçon et la maman, si les 2 parents travaillent, le problème va se générer dès le départ. On parlait tout à l'heure des personnes qui vous apportent du plaisir dans la première enfance. Il est certain que les enfants qui auront beaucoup de plaisir à être élevés par 2 femmes ou par 2 hommes, eh bien, auront des comportements différents quand ils seront adultes. Voilà. C'est bien évident. Voilà. Mais loin de moi de ne pas tolérer toute forme d'accouplement et de façon de vivre. Ça dépend de la personnalité de chacun et de ses caractères physiques. Alors, dernière question pour aujourd'hui. Je voulais savoir, lorsque les couples viennent vous consulter, le géniteur existe, il est là. Est-ce que les messieurs ont besoin, des fois, d'avoir un traitement, eux aussi, pour que la femme tombe enceinte? Parce que moi, j'ai autour de moi beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes pour tomber enceinte de leur mari. Et contre toute attente, on n'est jamais mieux trahi que par ses amis. Et c'est toujours le meilleur copain du mari qui reste dans l'ombre pendant que le mari va courir. Et c'est peut-être lui qui va faire l'enfant. C'est pour ça,
à cette personne, à cette dame. C'est pour ça que très souvent le doute existe dans les couples. Est-ce que je suis vraiment le père? Alors, entre le côté scientifique de la semence, qu'est-ce qui se passe quand il y a des messieurs qui ont une activité sexuelle très importante et d'autres pas, par rapport à la fécondité? La fécondité ne dépend pas de la vie sexuelle importante ou pas importante. La fécondité masculine dépend de la qualité des spermatozoïdes et ils sont de moins en moins bons. C'est dû à quoi? On voudrait bien le savoir. C'est multifactoriel. Il est certain que l'environnement actuel est toxique, aussi bien chimique que psychique. Le stress est extrêmement nocif. Le surmenage physique, les gens qui font de la musculation, les gens qui font de l'endurance, les champions sportifs ont des mauvais spermes. Le surmenage intellectuel, le stress quand on a une vie décisionnelle ou quand on est sous pression, harcelé par son patron, son directeur de banque. Le sperme est de plus en plus mauvais et nos résultats sont de plus en plus spectaculaires et meilleurs. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait beaucoup de progrès dans l'étude du sperme depuis 25 ans. En effet, avant 1993, quand le sperme était un petit peu faible, eh bien on n'avait aucun moyen de faire un enfant à ce couple et on se dirigeait vers la banque de sperme. Et en 1993, en Belgique, un biologiste, en faisant une erreur de manœuvre d'ailleurs, a implanté un spermatozoïde, ou tout au moins la tête d'un spermatozoïde, dans un ovule. Et on a eu le premier bébé in vitro par micro-injection, sans aucune vérification animale ni expérimentale. On avait d'ailleurs un petit peu peur au départ qu'il y ait des malformations. On a très vite été rassurés sur nos enfants exactement comme les autres. Et là, on a d'un seul coup gommé le facteur masculin, parce que dans les millions et les millions et les millions de spermatozoïdes, on a toujours quelques spermatozoïdes qui sont excellents, et ce sont ceux-là que l'on est capable de trier, de choisir en fécondation in vitro. Donc la fécondation in vitro a résolu le problème de la fertilité de l'homme. Bien, merci infiniment pour cette mise au point suite à nos 2 premières émissions. Donc la prochaine fois, je vous parlerai de ce JC Satan extraordinaire. Je suis en train de tomber amoureuse de ce héros, tout simplement parce qu'il écrit avec de la boue et du rêve, qu'il a un carré VIP au Père-Lachaise. N'oubliez pas que JC Satan, c'est Dieu. Donc faites attention de ne pas tomber amoureuse de Dieu. Bon, de toute façon, c'est quand même quelqu'un de très coloré, quelqu'un qui a gardé un petit garçon en lui, qui a beaucoup d'émotions, et il est très attendrissant. On ne peut pas tout découvrir dès le début, et pour l'instant, je fais step by step, j'avance lentement dans vos écrits, et c'est vraiment très agréable. Alors, je vous remercie, Gilles, et je vous dis à bientôt. Merci d'être là, merci pour vos partages. C'est moi qui vous remercie, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.